Bonsoir à tous. À moins de 4 mois de l'élection présidentielle de 2025, le flou persistant autour de la candidature de Paul Biya divise jusqu'au sommet de l'État, tandis que certains membres du gouvernement assurent que le chef de l'État au pouvoir depuis plus de 4 décennies est le seul candidat légitime du RDPC. D'autres adoptent une posture plus évasive, voire critique. Ces derniers mois, les prises de parole publiques de plusieurs ministres et hauts responsables sont devenues non seulement contradictoires, mais aussi ouvertement accusatrices les unes envers les autres, révélant des lignes de fractures inédites au sein de l'exécutif. Qu'il s'agisse du développement des infrastructures routières, d'une banale cérémonie de pose de première pierre ou du 50-50 déclaré par un ministre, ainsi eu l'éventualité pour leur leader de briguer un nouveau mandat présidentiel. Entre guerre de positionnement, calcul politique et lutte d'influence, ces dissonances soulèvent de sérieuses interrogations sur l'unité du régime à l'approche d'un scrutin crucial. Mais la question demeure. Paul Biya sera-t-il candidat à sa propre succession en 2025 à 92 ans? Comment comprendre la cacophonie qui anime la communication du gouvernement RDPC au sujet de la candidature ou non du président de la République? Des questions au menu du débat à suivre juste après le journal. Bienvenue à tous. Candidature de Paul Biya pour 2025, nous ouvrons avec des nouvelles politiques. Les responsables du RDPC en désaccord. La récente déclaration de Jacques Famdongo, secrétaire à la communication du RDPC, contredisant l'affirmation de René Emmanuel Sadi selon laquelle le président Paul Biya se présentera à l'élection présidentielle de 2025 a suscité des réactions mitigées. Si Michel-Ange Nguyen, membre du bureau politique du RDPC, a qualifié la déclaration de Famdongo de source de confusion et d'incertitude au sein du parti, d'autres, comme Maître Achou Julius, partagent un avis différent. Par ailleurs, les militants du MRC appelle les autorités compétentes à annuler toute candidature du RDPC. Fondredi Marquez. Jacques Famdongo's categorical statement that President Paul Biya will run for the 2025 presidential election in a radio interview with RFI has raised eyebrows and sparked debate within and outside the ruling CPDM party. Michel Anshangwang, former minister and CPDM Politburo member, reacting to the contradiction between Famdongo and René Emmanuel Sadi, criticized the party's communication secretary's statement, saying it could create confusion and uncertainty within the party. According to Angwang, Minister Sadi's statement aligns with the party's rules regarding the presidential candidate. Angwang calls for transparency and honesty in addressing the concerns of party militants. Commenting on the recent statements, Julius Ashu, a legal expert, says he sees reason with the party's communication secretary. Section 27, sub 3 of our bylaws, the CPDM bylaws, state clearly that the candidate for presidential elections is the national president of the CPDM. So it goes without saying that as of date, or as of now, the national president of the CPDM is President Paul Biya, who is the president of the Republic. Ashu argues that there is a difference between state and party affairs, and therefore the government spokesman should have consulted the party hierarchy before giving the interview. Because what they are saying when it comes to percentages is under probabilities. But when it comes to reality, you have to read the law and follow the law and go by the law. But you see, again, it would depend. Maybe Professor Famdongo has had contact with President Biya, while Minister Emmanuel didn't have that contact before making his speech. If I was Minister Emmanuel Sadi, I should have consulted. Meanwhile, CRM militant and personal advisor to the CRM chairman, Silvanus Mutaga, believes the CPDM party's presidential candidate should be annulled, while many CPDM militants see no issue with the recent contradiction. Political actors believe they are manipulating the masses to divert attention, while others think there is a crack in the wall
within the CPDM. Clôture de la 39e journée mondiale de l'habitat, les figures des collectivités territoriales décentralisées du Mungo et d'Ayos dans le Nyon et Foumou appellent à la candidature de Paul Biya à l'élection présidentielle d'octobre prochain. Après la publication des résultats des 10 communes les plus propres du Cameroun, les 2 maires d'arrondissement figurant dans le top 6 ont dédié leur prix au président national du parti au pouvoir, l'appelant ainsi à reconduire le Cameroun dans les 7 prochaines années. Xavier Raoul-Elan et Franck Duroc-Tassonkeng signent le reportage. Clôture de la journée mondiale de l'habitat, militants et sympathisants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais scandent le nom de Paul Biya. En marge de la clôture de la 39e édition de la Journée mondiale de l'habitat, c'était aussi l'un des points marquants de la célébration. Dans les rangs des personnalités qui appellent Paul Biya à se représenter à l'élection présidentielle, les maires des communes d'arrondissement. Et comme nous l'avons dit en d'autres circonstances et en d'autres lieux, le président Paul Biya est le candidat de notre parti, mais c'est surtout celui-là qui a déjà gagné les élections, non seulement dans la commune d'arrondissement de Consamba 1er, mais aussi dans tout le département du Mungo. C'est le message fort que nous voulons transmettre à toutes les populations de Bafoussam. Alors que l'homme du 6 novembre n'a pas officiellement déclaré sa candidature à ce scrutin, les sorties se multiplient, allant des membres du gouvernement que sa classe militante. Le jour de la composition, quelques heures de la convocation du corps électoral, le chef de la délégation permanente départementale, le professeur Robert Nkile, dans le Nyon Infoumou, précise toujours que chez nous, dans le Nyon Infoumou, Paul Biya égale Nyon Infoumou et Nyon Infoumou égale Paul Biya. Dans la même veine, Célestine Ketia-Koutez, ministre de l'Habitat et du Développement urbain, durant son séjour dans cette partie grasse-fière du Cameroun, a clairement adressé son soutien au chef de l'État Paul Biya, qui, selon la récente sortie du secrétaire à la communication du comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, est candidat à sa propre succession. Presidential Minute. Et cette 32e édition des Minutes présidentielles s'intéresse aux stratégies de communication. Communiquer, c'est l'une des principales missions des quartiers généraux des candidats lors des élections présidentielles. Mais communiquer par quels moyens, pour dire quoi, à qui et à quelle fin? C'est l'objet des prochaines minutes présidentielles que nous propose à partir d'aujourd'hui Balafon Média, après avoir donné un aperçu du lieu à partir duquel les opérations sont pilotées pour une élection, à savoir le quartier général. Voici la présentation de Roland Tapi. Il convient de commencer d'abord par le rôle des médias en période électorale. Plus que jamais, les journalistes sont sollicités en cette période par des candidats ou des partis politiques. La raison, c'est que le journaliste, et par ricochet le média, est le lien entre le candidat et son public. Et le candidat qui cherche à gagner le maximum d'électeurs trouve en lui un allié incontournable. Mais il ne s'agit pas pour le média ou le journaliste de devenir l'homme à tout dire du candidat au risque de confondre son travail à celui d'un communicant. Au contraire, il doit rester le surveillant à travers une veille permanente sur le processus électoral dans l'ensemble afin de détecter et signaler d'éventuelles irrégularités. Le média également en période électorale devient un espace de campagne, payant ou pas, en offrant ou proposant des plateformes aux candidats pour la présentation de leurs projets de société et programmes. Il devient aussi un forum ouvert, fournissant un espace pour le débat et entre les candidats, les formations politiques et les différents publics, mais tout en restant attaché à l'une de ses missions essentielles, celle d'éducation du citoyen sur les enjeux et les défis, les candidats, le processus électoral, etc. Selon le réseau du savoir électoral AC, les médias, notamment la télévision, gagnent en importance lors des campagnes électorales. Les partis et candidats veulent en effet apparaître à la télévision autant que possible, la télévision étant largement considérée comme le moyen le plus important pour mener la campagne électorale et atteindre les électeurs dans les pays où il y a une large couverture et un grand public. Mais autant les médias sont sollicités par les candidats, autant ils font l'objet d'une surveillance plus serrée de la part du pouvoir.
Au cours de la période électorale, il y a généralement une réglementation de l'activité médiatique qui devient plus stricte pendant la campagne électorale proprement dite. Dans certains pays, il y a des règlements précisant une période de silence. Il s'agit d'une période où un certain nombre de jours avant les élections, pendant laquelle aucune activité de campagne n'est permise et il y a des restrictions strictes sur ce que les médias peuvent écrire ou diffuser. Le Cameroun en la matière est un cas d'école avec les multiples sorties du ministère de l'administration territoriale ou du Conseil national de la communication qui en cette période électorale ne cesse de rappeler aux médias leur rôle dans la préservation de la paix sociale. Presidential Minutes. Culture de rente à présent, le Cameroun produit 300 000 tonnes de cacao par an. Selon Jean-Paul Lencotte, expert senior en cacao, le Cameroun produit environ 300 000 tonnes de cacao par an. Et lors d'une conférence de presse organisée par le Fonds mondial pour la nature, M. Cotte a souligné que malgré une augmentation de la production, il est difficile de suivre le tonnage annuel exact. Cela s'explique par le fait qu'une partie des fèves de cacao produite dans la région du sud-ouest est introduite clandestinement au Nigeria, où le marché est déjà bien présent. Néanmoins, le Fonds mondial pour la nature s'efforce de donner aux agriculteurs, notamment dans la région du Sud, les moyens de produire du cacao de manière durable, malgré le manque de terres disponibles. Écoutons l'expert en cacao dans cet extrait sélectionné par Jiré Sazangué. With the difficulties we have in this particular area, nobody can really follow the quantity of cocoa produced. Some are going passing through Nigeria, and we cannot master this quantity. But the idea we have is that the tonnage of cocoa, the quantity of cocoa, started increasing and will continue to increase, especially with the increase of the price. People are clearing new farms. People are doing effort to produce new cocoa and conservation of our forests and biodiversity. And while we're doing this, we discovered that cocoa is the main source of income for those who are living around the protected area, and to help them produce a good quantity with a limited space, because we don't encourage them to continue to cut the forest. We have to strengthen their capacity so that with a limited space or in the same space, they can produce more instead of creating new farms. On reste dans la filière cacaoyère où les producteurs déplorent l'exploitation des acheteurs et bien plus encore. Certains producteurs de cacao de la région du Sud Cameroun déplorent que les acheteurs prennent les fèves de cacao à un prix dérisoire de 3 000 francs CFA contre 7 000 francs initialement. Ce sont là quelques-uns des problèmes qu'ils affirment rencontrer depuis qu'ils ont commencé à cultiver le cacao en 2012. La récente flambée des prix a attiré de nombreux nouveaux producteurs, ce qui a eu un impact négatif sur l'activité de la filière. De plus, le manque de connaissance des producteurs sur les différentes techniques de production de cacao de qualité aggrave le problème. Jiré Sazangué et Fondre Marquez se sont entretenus avec certains des producteurs concernés. Reportage. The absence of farm-to-market roads, ready cocoa market and limited buyers are some of the problems cocoa farmers in the South region encounter, as stated by Joseph Parfait Fouda, one of the farmers. Le prix du cacao était totalement divisé en deux. Donc les acheteurs supposaient qu'ils supportaient assez de charges pour l'évacuer jusqu'au port. Even when buyers are available, they often purchase cocoa beans from farmers at meager prices, as explained by Mbaga Paul Junior, another cocoa farmer. Nous n'avons pas assez d'acheteurs pour les mettre en compétition de notre produit. On se retrouve avec les mêmes gens chaque jour et les mêmes gens qui apportent le même problème, parce que quand nous sommes face à ces acheteurs-là, ils ne nous donnent pas le bon prix, le vrai prix, le prix fort. Il y a division du prix et puis ils justifient ça en disant qu'ils prélèvent les charges, les coûts de charge. Mais ce qui nous dérange, c'est que ce prix-là est divisé en deux.
en deux, parce que cette année 2024 qui vient de finir, le prix du kilo de cacao, prix FOB, était à 7 000, mais Bochang à 3 500. The recent surge in cocoa prices has attracted many new entrants to the sector, posing a challenge for Parfait Fouda. Plus le cacao a eu le prix, plus plusieurs personnes sont intéressées. Là, il y a déjà une supposée mauvaise qualité. Donc, beaucoup de gens pensent maintenant que le cacaoculteur ne devrait pas partager, ne devrait pas bénéficier seul de ce qu'il gagne dans son produit. Although some farmers acknowledge that the increased cocoa prices have improved their lives, they suggest that the Ministry of Trade should explore ways to process cocoa locally rather than relying on foreign markets. Concours Ville Propre édition 2025, la commune de Konsamba premier sur le toit du Cameroun. La ville a été sacrée hier à Bafoussam, première ville la plus propre du pays, devant Bafoussam deuxième. C'était lors de la cérémonie de clôture de la semaine consacrée à la Journée mondiale de l'habitat. Cérémonie présidée par Célestine Kétia-Cortez, ministre de l'Habitat et du Développement urbain. Près de 500 millions de francs CFA ont été remis aux 10 meilleures communes du Cameroun. Sur place, Franck Duroc-Tassonkeng et Xavier Raoulélon. Le suspense était à son comble, jusqu'à ces mots de Master Ivo, présentateur de l'événement. Devant le ministre de l'Habitat et du Développement urbain, Célestine Kétia-Cortez, celui de la fonction publique, des responsables de l'ONU Habitat et l'ONU Santé, OMS, entre autres gouverneurs, préfets et personnalités politiques importants, la ville de Konsamba vient de rafler la mise devant les 10 communes en lice, chacune sacrée meilleure dans sa région. Peu avant cette proclamation, du maire aux employés de la commune, chacun croisait ses doigts, devant ce moment car il y a 2 ans, la commune avait déjà occupé le 2e rang. Il les s'emballait, eux, on voulait plus, c'est-à-dire la première place. Premier national, la commune de El Hadj-Omarou, ayant rempli à perfection tous les critères du jury composé de nationaux et d'internationaux, de ONU Habitat et OMS, entre autres, s'en sort avec comme prime 100 millions de francs CFA. El Hadj-Omarou, un mec comblé. En premier temps, je voudrais très honnêtement et très humblement dire merci à son Excellence, M. Paul Biya, le président de la République, notre candidat. Et je remercie également le président national de mon parti, notre parti, le RDPC, une fois de plus, son Excellence, M. Paul Biya. Parce que c'est lui qui a eu l'amabilité de mettre la personne qu'il faut à la place qu'il faut. Et celle-là n'est autre que Mme Célestine Kétia-Cortez, notre fameuse Mintu, qui a fait un travail extraordinaire. Une prouesse pour la ville, un palmarès pour les habitants qui ne l'ont d'ailleurs pas caché au regard de leur joie, par eux manifestés. Comme le dit l'adage, facile d'arriver au sommet, le plus dur, s'y maintenir. Voilà le nouveau défi de Konsamba premier. Retour sur la deuxième partie du Grand Plateau. À l'approche de l'élection présidentielle, les désaccords, antagonismes et contradictions sont de plus en plus visibles entre les ministres du Renouveau et autres hauts commis de l'État. Le dernier cas en date qui vient étaler au grand jour le déficit de cohésion et solidarité gouvernementale, c'est la confusion et la division créée autour de la candidature de Paul Biya au scrutin d'octobre prochain, pour avoir déclaré que les probabilités sont de 50-50 pour l'actuel président de la République de se présenter ou non à la prochaine présidentielle. Le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement
a été violemment contredit par son camarade du RDPC et collègue Jacques Famdongo, qui a affirmé que son créateur Paul Biya est candidat en 2025. Un désaccord de trop qui n'avait pas sa raison d'être, suscitant surtout de vives polémiques au sein de l'opinion. Mais que se passe-t-il dans le camp du pouvoir? Jean-Paul Chouniat. Depuis le début de l'année 2025, désaccords, critiques et divergences de vues retentissent de plus en plus au sein du gouvernement. Des sons discordants des ministres et autres hauts commis de l'État fragilisent le socle de la solidarité gouvernementale, tant entonné par le président Biya et ses collaborateurs dans ses discours officiels. 7 juin courant, après la sortie médiatique du ministre de la Communication René Emmanuel Sadi sur les éventualités de Paul Biya à se représenter ou non à l'élection présidentielle, son collègue et camarade de parti, Jacques Famdongo de l'enseignement supérieur, sous sa casquette de secrétaire national à la communication du RDPC, ne s'est pas fait prier pour reprendre brutalement le porte-parole du gouvernement. Balayant d'un revers de la main le moindre doute sur la candidature de Paul Biya qu'aurait semblé entretenir l'ancien secrétaire général du comité central du RDPC, Famdongo, la créature politique de Paul Biya, affirme clairement que son créateur est candidat à l'élection présidentielle de 2025. Avec cette sortie prudente de René Emmanuel Sadi sur la candidature ou non de Paul Biya à la présidentielle à venir et la déclaration péremptoire de Jacques Famdongo sur la certitude de Paul Biya de se représenter, la confusion et le désaccord ouvert dans le camp du pouvoir paraissent bien clairs, avec en toile de fond une bataille des clans. D'un côté, ceux qui veulent voir le deuxième chef de l'État camerounais quitter la magistrature suprême, et de l'autre, ceux qui bagarrent bec et ongle pour le maintien de l'homme du 6 novembre 82 à la tête du pays. À cette discordance entre deux pontes du régime Biya, il faut compter les pots de banane que se jettent les ministres du Renouveau et autres hauts commis de l'État. Les tacles irréguliers de la ministre des Enseignements secondaires, Pauline Alo-Valionga, à ses collègues Emmanuel Nganou-Djoumessi des Travaux publics et Célestine Ketia-Courtès du Développement urbain et de l'Habitat, lors de la tournée du Premier ministre Joseph John Gouter Bamenda pour l'évaluation du plan présidentiel de reconstruction du Sud-Ouest et du Nord-Ouest, en est une parfaite illustration parmi tant d'autres d'un gouvernement qui ne respecte plus les très hautes directives de Paul Biya, au motif qu'il ne contrôle plus la situation, surtout en cette veille de l'élection présidentielle. Merci à vous, Jean-Paul Chouniat. Et je vais donc dérouler le tapis rouge à nos invités, chers téléspectateurs. Ils nous ont retrouvés sur ce plateau. Valentin Diop, communicant du RDPC. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, madame. Bonsoir, mes copanélistes. Bonsoir à vos téléspectateurs. Carlos Ngualen est des nôtres. On rappelle que vous êtes député suppléant et trésorier national du FCC. Bonsoir et bienvenue, Carlos. Bonsoir, Juliana. Bonsoir, mes copanélistes. Bonsoir aux millions de téléspectateurs de Balasport Média. C'est un plaisir de représenter le FCC et l'Alliance politique pour le changement sur ce plateau. Plaisir partagé, hein, Carlos. Nous accueillons un membre de la société civile, Philippe Nonga, Monde Avenir. Bonsoir et bienvenue sur le grand plateau. Bonsoir et salut aux autres co-panélistes. Bonsoir à tous vos téléspectateurs. C'est toujours avec plaisir que je réponds présent à vos invitations pour dire notre point de vue sur les questions qui concernent la vie des citoyens camerounais. Valentin Georges, je vais ouvrir le débat avec vous. Vous avez observé, comme l'ensemble des Camerounais, ces propos, ces sorties de deux ministres du gouvernement. D'abord, celle de René Emmanuel Sadi, le ministre de la Communication, sur les antennes de RFI, qui n'a pas précisé si oui ou non Paul Biya sera candidat. Et la sortie le lendemain du professeur Jacques Famdongo, qui a déclaré que Paul Biya sera candidat. Comment est-ce que au RDPC comment est-ce que vous vivez ces sorties contradictoires de deux personnalités publiques du gouvernement? Je risque que vous renvoyez, c'est vous qui posez la question, mais je risque que vous renvoyez votre question et vous demandez à quel niveau il y a contradiction. Mais je vais dire, S'il n'y a pas contradiction, quel intérêt avait le ministre Famdongo à appeler RFI pour déclarer que Paul Biya sera candidat, alors que, avant lui, celui qui porte la parole du gouvernement avait dit qu'il n'en était pas sûr? Bon, le pas sûr, là, je ne sais pas d'où vous le prenez. 50-50 50-50, ça veut dire 50 pour X, 50 pour Y. Donc, votre 50 pas sûr, 50 pas sûr. Ah, et vous avez parlé du ministre, oui. Un membre du gouvernement, le ministre de la Communication. Oui. Ça veut dire qu'il faut contextualiser. Oui.
les deux personnalités. On a un membre du gouvernement. C'est vrai, les deux sont membres du gouvernement, mais il y a les deux sont du bureau politique. Voilà, vous n'avez pas terminé, vous pouvez continuer avec les profils. Le professeur Famdongo, qui est secrétaire à la communication du parti. Voilà, secrétaire à la communication du parti. Cela voudra dire que c'est une voix qui porte quand il s'agit du parti. Et là, il est question maintenant de faire le distinguo entre l'État et le parti. Donc, qu'est-ce qu'on retient donc? Qu'est-ce qu'on retient? Il faut déjà... Des deux sorties. Des deux sorties, il faut faire le distinguo. Avant de faire une conclusion, en fait, avant d'aboutir à une conclusion, il faut retenir que le ministre de la Communication, le ministre René Sadi, parle comme ministre et ministre en charge de la communication. Et je pense que le contexte dans lequel il a intervenu est celui du gouvernement. Ce n'est pas le responsable du parti, je peux me tromper, qui intervenait, mais c'est un membre du gouvernement, un porte-parole du gouvernement qui intervenait. Donc, c'est normal qu'il ne soit pas dans l'approche d'une déclaration péremptoire, qu'il ait le propos mesuré. Maintenant, à sa suite, le responsable est responsable du parti, en charge de la communication du parti. On est là dans le cadre du parti qui présente aux yeux du monde la candidature du président de la République. Tout de suite, une fois de plus, le RDPC et l'État du Cameroun, aux yeux du monde, nous présentent l'espace, ou du moins l'expression démocratique de notre pays. Je suis en train de chuter pour dire que il faut faire le distinguo entre le gouvernement, parce que le professeur Famdongo n'a pas parlé comme membre du gouvernement, il a parlé comme un responsable du parti. Et donc, parlait pour le compte du président national. Il peut le dire de façon absolue que le président national, au vu des dispositions prévues par les statuts et règlements du parti. Maintenant, Sauf que la sortie du professeur Famdongo laisse la porte à une certaine, je veux dire quoi, quelle était l'opportunité de cette sortie quelques heures après la communication du ministre Sadi. Vous êtes femme de médias et les médias, nous sommes en période pré-électorale. Et c'est de bon ton que la presse se rapproche, ou du moins aille vers les hommes politiques, les personnalités politiques. Et maintenant, chacun, selon sa casquette, va intervenir. Et je pense que si le média qui a fait les deux interviews n'avait pas vu l'opportunité ou les raisons de faire ces interviews-là, n'aurait pas eu ces deux opinions. Et la voix la plus autorisée à planter le décor de la candidature du président national du RDPC. Je vais revenir dessus, ne prenons pas en otage des thématiques qui alimentent un discours qui n'est pas porteur. J'ai suivi le reportage là tout à l'heure où on a cité une somme de personnalités. On part. On va y revenir, Valentin Dior. On va y revenir. Carlos Ngualem, pourquoi les membres... Je conclue. Je vous en prie. On a parlé. L'une des deux personnalités a parlé du parti, l'autre a parlé comme membre du gouvernement. Voilà. La position ou alors les arguments apportés par M. Ndior confirment qu'il y a une contradiction quand même. Non, il n'y a pas de contradiction. Ce sont deux personnalités qui appartiennent à un même parti. Il n'y a pas de contradiction. Non.
il n'y a pas de contradiction. Je parle, je précise, je dis, le responsable de la communication du gouvernement tient le discours d'un membre du gouvernement. Et le responsable de la communication du parti tient le discours. Il n'y a aucune contradiction. Kalonzo Doualem, pourquoi le responsable du gouvernement, qui est par ailleurs membre du RDPC, tient un discours différent de celui qui est membre du RDPC et par ailleurs membre du gouvernement? Je pense que c'est une cacophonie gouvernementale. Une cacophonie, et ce n'est pas la première fois que nous assistons à ce genre de spectacle nauséeux que nous offrent les ministres de ce régime. Et je crois que c'est une situation qui traduit une ambiance de fin de règne. Nous sommes en fin de règne, nous sommes à la veille du grand soir, pour reprendre une expression chère à mon très honoré camarade Jean-Robert Wafo, qui aime bien parler du grand soir. Et dans ce contexte-là, vous avez d'un côté les faucons, c'est-à-dire les va-t-en-guerre, comme les femmes d'Ongo et les autres. Vous avez les modérés, et puis vous avez également au sein du gouvernement des gens qui sont favorables pour le changement. La preuve est que il y a quelques jours, il y a des membres de ce gouvernement qui ont démissionné. Vous me direz que ce sont des ministres issus des partis d'opposition, mais il faut savoir qu'ils faisaient bien partie de la majorité, de la majorité présidentielle. Je pense qu'il ne faut pas perdre de vue que aussi bien le ministre de la Communication, René Emmanuel Sadi, que le ministre de l'Enseignement supérieur et secrétaire à la communication du RDPC, M. Famandongo, ont tous réagi en tant que militants du RDPC. Parce que dans les propos de M. René Sadi que j'ai longuement écouté, il s'exprimait en qualité de militant du RDPC. Dois-je rappeler également que le ministre Sadi est l'ancien secrétaire général du comité central du RDPC. Donc, on ne peut pas dire que M. Famandongo est plus qualifié que lui pour s'exprimer sur une question concernant le RDPC dont il fut secrétaire général. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous écoutez les militants du RDPC s'exprimer sur la question, vous comprenez très bien la confusion qu'il y a entre l'État et le parti au pouvoir. Pendant des années, l'opposition a insisté sur le fait que le RDPC n'était pas un parti politique, mais plutôt un parti État, c'est-à-dire un parti qui s'appuie sur l'appareil de l'État pour exister. Je voudrais également dire que les textes de ce parti politique obligent les autorités administratives à être déléguées à leur congrès. Il faut savoir que les gouverneurs, les préfets et les sous-préfets sont délégués au congrès du RDPC. Vous comprenez donc très bien que dans son ADN, ce parti a instauré le fait que son existence ne peut que s'appuyer sur l'administration pour exister. C'est pour ça que vous allez voir que quand il y a les grands meetings du RDPC, les autorités administratives sont régulièrement présentes à ces manifestations. Par contre, lorsque l'opposition organise ses propres manifestations, elles sont systématiquement interdites par ces autorités. Donc, je pense que les Camerounais ne doivent pas être distraits par rapport au spectacle que sont en train de nous offrir les membres du régime RDPC, qui est en fait un régime à bout de souffle. Nous sommes à la veille d'un tournant décisif pour notre pays, à savoir l'élection présidentielle d'octobre prochain, qui arrive à grands pas, pour laquelle l'opposition et le peuple camerounais sont plus que jamais déterminés. Vous avez tous vu la ruée des Camerounais vers les inscriptions sur les listes électorales. Vous avez vu que même certains ministres de l'opposition qui avaient signé des accords politiques pour faire partie de la majorité présidentielle ont écouté la pression de leurs militants qui leur ont exigé de démissionner pour renforcer le camp de l'opposition afin que
ce pays change après octobre prochain. Moi, je pense que ce sont des signaux qui ne laissent pas le pouvoir indifférent. Je pense que ce que nous assistons tous aujourd'hui, c'est une certaine frilosité, c'est une certaine, comment j'allais dire, une certaine fébrilité du régime qui, en réalité, est en fin de règne. Dans plusieurs pays africains où vous avez des régimes qui ont mis plus de 30 ans au pouvoir. Mais Carlos Goualem, ça fait quand même longtemps qu'on entend que le régime est en fin de règne. Est-ce qu'il suffit de le dire, de le répéter pour que la fin du règne arrive? Il faut savoir que ce régime aurait dû ne plus être là depuis les élections présidentielles de 1992. Je vous rappelle que... Justement, ça fait 33 ans qu'on entend. Je vous rappelle que l'Union pour le changement et son candidat Nidjon Fundi avaient battu M. Paul Biya. Je pense que tous les journalistes et toutes les organisations et la société civile, les ONG qui ont couvert cette élection sont unanimes sur le fait que M. Biya l'avait perdu. Il ne s'accroche au pouvoir que grâce aux fraudes électorales, grâce à l'armée et grâce à certaines puissances internationales qui soutiennent son régime. Mais je pense que avec le temps, les réseaux sociaux et l'éveil des consciences des Camerounais, octobre prochain ne va plus ressembler ni à 2018, ni à 2017, encore moins en 1992. Je crois que le peuple camerounais est plus que jamais déterminé pour se libérer en octobre prochain. Philippe Nonga, des deux communicateurs d'hier, c'est vrai que l'un communique avec la réserve du gouvernement, l'autre avec la ferveur du militant, du communicateur du parti. Toujours est-il qu'on peut remarquer qu'il y a une absence de concertation. Alors d'après vous, après ces contradictions, cette cacophonie-là, est-ce que vous avez l'impression que le chef de l'État garde encore un quelconque contrôle sur son équipe gouvernementale? Je ne sais pas s'il a souvent eu le contrôle sur son équipe gouvernementale parce que lui-même, je crois que c'était en 2013, avait fait remarquer qu'il y avait un déficit de coordination de l'action gouvernementale. Donc il avouait qu'il ne contrôlait pas grand-chose sur ce qui se passait au sein de son propre gouvernement. Donc c'est pour ça que je dis que je ne suis pas sûr qu'il contrôlait, et qu'il a souvent contrôlé à un moment donné, n'est-ce pas, son équipe. Alors moi je voudrais dire une chose, c'est que l'interview que j'ai suivie du RFI, le journaliste du RFI n'a pas interviewé un membre du gouvernement. Il a interviewé 2 cadres du RDPC, tous 2 membres du gouvernement. Les questions, il n'y a eu aucune question qui concernait le fonctionnement du gouvernement. Aucune. Toutes les questions qui ont été adressées à M. Emmanuel Sadi étaient des questions qui concernaient le fonctionnement du RDPC. Si vous avez une question concernant le gouvernement, c'est une interview concernant le RDPC. Donc, on a eu affaire à 2 membres du gouvernement, tous 2 cadres du parti. Même si les responsabilités sont différentes, c'est des hauts cadres du parti parce que Emmanuel Sadi est membre du comité central du RDPC. Et je précise encore que l'interview concernait le RDPC. À aucun moment, cette interview ne concernait le gouvernement du Cameroun. Voilà. Donc, il faut que ce soit clair. Que je peux comprendre que la sortie du professeur Famendongo crée la confusion, y compris au sein du RDPC, qui ne sait pas quoi dire et qui se réfugie sur le fait qu'il y a un qui est porte-parole du gouvernement et un qui est porte-parole du parti. Mais c'est pas... voilà. L'interview, je suis désolé, concernait le RDPC. Voilà. Même s'il y a un qui a une responsabilité spécifique au sein du gouvernement, les 2 sont du gouvernement et les 2 ont des responsabilités dans le parti. Donc, il faut d'abord évacuer ça. Donc, ils se sont prononcés sur les mêmes sujets, sinon sur au moins un sujet commun, qui était celui concernant, n'est-ce pas, la candidature ou non du président de la République. Ouais. Il y a un qui a été diplomate, et je pense qu'il a toujours été comme ça, M. Emmanuel Sadi,
nous, acteurs de la société civile, qui avons un regard, n'est-ce pas, d'observation critique, n'est-ce pas, de l'action gouvernementale, on lui trouve très peu de choses à redire quand il fait des sorties. Ouais. Je crois que c'est un monsieur qui fait des efforts pour être propre, on va dire comme ça, hein, pour être propre dans ses sorties. Et là, il a encore été propre dans sa sortie. Par contre, on a eu son collègue, n'est-ce pas, du parti, qui s'est senti attaqué. Parce que, comme a dit M. Ngoualem, aujourd'hui, au sein du RDPC, tu as des gens qui sont en situation compliquée. Donc, ils n'ont pas envie d'imaginer le départ de M. Biya. Ils ne veulent pas imaginer, il y en a qui ne veulent même pas imaginer. Ouais. C'est-à-dire, j'ai l'impression qu'ils ne vivraient pas sans le président Biya président. Enfin, sans M. Paul Biya président. Ils ne vivraient pas. Donc, ils n'imaginent pas. Et donc, ces gens de personnes-là, quand ils entendent dire que M. Biya pourrait ne pas être candidat, mais tout de suite, ils sortent de leur trou. Et donc, on a vu quelqu'un qui sort pour essayer de se rassurer. En fait, quand vous écoutez M. Famindongo, il essaie de se rassurer. Il a tellement peur du départ de M. Paul Biya qu'il essaie de se rassurer. Si vous suivez l'interview, si vous réécoutez l'interview, à plusieurs reprises, le journaliste lui demande d'où il tient cette position. Il ne peut pas dire. On lui demande, vous avez rencontré le président pour la dernière fois quand? Il ne peut pas dire. Il se fonde sur les textes. Ouais, il se fonde sur les textes. Il ne se fonde pas sur la proximité. Il ne se fonde pas sur le fait que moi, en tant que communicant du RDPC, j'ai la bonne information. Non. Il se fonde sur le fait que les textes disent que M. Emmanuel Sadi se fonde sur le fait que la personne elle-même a dit... pas encore prononcé. Non seulement ce n'est pas encore prononcé, mais a dit, à un moment donné, qu'elle se prononcera le moment venu. Ça s'appelle être cohérent. Famindongo, je dis qu'il craint tellement le départ de Paul Biya qu'il se sent l'obligeance de réagir dès qu'on dit que le président ne sera pas candidat. C'est comme ça que moi j'analyse cette sortie-là. Et il n'est pas seul. Hein. Il y a beaucoup de gens dans le RDPC. Dès que vous dites que le président pourrait ne pas être candidat, mais ils sortent des griffes, quoi. Donc, il y a effectivement une contradiction, ça c'est clair, mais en réalité qui révèle, n'est-ce pas, les différentes postures qu'on a aujourd'hui au sein du RDPC. On a des gens qui estiment que c'est le droit de M. Biya de ne pas se représenter. C'est-à-dire que c'est tout à fait naturel. Et il y en a qui ont contesté sa légitimité à se représenter. Philippe Nonga, je vais revenir à vous. Il y a Max Iwabo du MRC qui nous a retrouvés. Je vais peut-être m'adresser à M. Njo avant de revenir à vous, Max. Alors, depuis quelques mois, Valentin, plusieurs ministres et responsables de premier plan multiplient des sorties, soit pour se contredire, soit pour jeter l'un de leurs collègues à la vindicte populaire. On se souvient de la sortie du DGSN concernant la situation des routes, qui interpellait en filigrane le ministre des Travaux publics. La même interpellation a été faite par le ministre de l'Administration territoriale à Tangadi, en visite dans le Nord. Et il y a quelques jours, Nalova Nyonga, des enseignements secondaires, a fait la même interpellation à l'endroit du ministre des Travaux publics. Alors, est-ce que vous n'avez pas l'impression que malgré que ces interpellations soient faites, est-ce qu'on n'avait pas l'impression que les ministres veulent présenter un coupable de la situation peut-être désastreuse du gouvernement ou alors de la gestion du pays par ce gouvernement? Vous êtes camerounaise. Je pense que vous-même, vous pouvez trouver une réponse à cette préoccupation ou à votre question. Mais je n'ai pas le droit de répondre pour les téléspectateurs, c'est pourquoi vous êtes là, monsieur. Pour vous dire que les ministres sont des citoyens. Et c'est vous-même, les journalistes, qui vous plaignez. Un citoyen qui circule sur la route et porte
un commentaire, c'est normal qu'on fasse une remarque. Et je pense que ça démontre une fois de plus que nous ne sommes pas dans un vase clos où la pensée est unique. C'est justement pour cela qu'un citoyen va se retrouver et va présenter, va observer, va faire un constat ou une observation et va porter cette observation. Maintenant, mais où est la solidarité gouvernementale? Où est la réserve? La solidarité gouvernementale existe bel et bien. Si vous prenez, nous pouvons être en off, hein, je porte une observation sur la presse. Si je suis journaliste, ce n'est pas pour dire que je ne suis pas solidaire à mes confrères. Et je pense que ça vous arrive souvent, parce que vous avez vos sensibilités de personnes, d'individus, au-delà du métier qui est une activité commune avec les autres membres de votre corporation. Donc, on n'est pas sorti de l'absence de la solidarité gouvernementale. Ce n'est pas ce que cela voudrait dire. Non. Parce que l'observation, c'est un Camerounais lambda, dans un cadre bien précis, qui a fait un commentaire. Revenons donc au sujet qui nous intéresse, la sortie de deux ministres qui ont deux positions sur le même sujet. Si nous sommes dans le cadre... Oui, si nous sommes dans le cadre de la solidarité, puisque c'est ce que vous estimez, comment on appelle ces deux sorties qui sont en tout point de vue opposées l'une à l'autre? Les sorties ne sont pas opposées, madame. Une fois de plus, je serai obligé de me répéter pour vous dire que un responsable en charge de la communication du parti a parlé et un autre, et vous l'avez si bien dit, sous la réserve qui est membre du gouvernement, parce que le parti-État n'existe pas. Où est donc la concertation? On est dans le parti. Les deux font partie du bureau, les deux font partie du parti, et les deux font partie du gouvernement. Je suis en train de vous dire ceci. Il faut bien comprendre ça. D'accord. Le ministre de la Communication a porté un discours d'un membre du gouvernement et qui n'est pas en contradiction absolue avec le discours du responsable en charge de la communication du parti. D'accord. Parce que nous sommes ces deux entités, deux personnages ou personnalités, si vous voulez, qui, chacun dans son contexte, porte un discours. Ce n'est pas le ministre d'État, ministre de l'enseignement supérieur qui parlait, non. C'est le responsable du parti et qui présente les raisons pour lesquelles son président national, il ne parlait pas du chef de l'État. Ouais. Le ministre de la Communication parlait du chef de l'État. Non, il parlait du président du parti. Permettez. Réalisez, parce que chacun peut comprendre peut comprendre un discours, mais je vous dis, si vous réalisez, il va justement dire dans son propos que le président sera candidat. Il va le dire, mais sous la réserve, parce que il est en train d'intervenir comme membre d'un gouvernement qui n'a pas tous les membres pour se prononcer. Tout le contraire du responsable de la communication du parti. Se retrouve. La preuve qu'il n'y a pas d'absence, il y a une absence il y a un manque de concertation. La concertation, c'est au sein du gouvernement. Et ici, on ne peut pas parler de concertation quand il s'agit de deux entités qui sont qui portent le gouvernement, le parti, proche du pouvoir,
et le responsable parle de son président national. Par contre, le ministre de la Communication peut avoir la réserve parce qu'il parle du gouvernement et d'un sujet qui n'est pas... c'est un sujet politique, mais ici, qui a une connotation beaucoup plus administrative que politicienne. C'est pour ça que vous allez vous rendre compte que le responsable du parti, M. Nangala dit, va parler avec beaucoup plus de langue, parce que là, il fonde son discours sur la question des dispositions prévues dans les statuts et le statut du parti. Et on retient que dans le parti, il y en a qui sont dans les secrets des dieux et d'autres pas. Retirer, non. Si vous faites des interviews aussi, chacun en fonction du contexte et de langue qu'il défend va tenir un discours. Vous entendez? Mais il n'y a pas de contradiction. D'accord. Max Wabo, vous êtes juriste et communicant du MRC. Bonsoir et bienvenue sur le Grand Plateau. Bonsoir madame, bonsoir à vos milliers de téléspectateurs, bonsoir aux différents co-panélistes ici présents. Alors, comment expliquez-vous les attaques de plus en plus directes dans les différentes sorties des ministres qui appartiennent bizarrement au même gouvernement? Bien, madame, je dois avouer que j'ai suivi avec beaucoup de peine le monsieur du RDPC et j'ai compris que nous sommes effectivement en plein échauffement, en prélude au grand soir, comme dit mon ami Jean-Robert Wafo. Madame, effectivement, je suis un peu gêné qu'on constate qu'il y a des contradictions au jour d'aujourd'hui. Les contradictions commencent depuis 2019. Lorsque M. Biya est élu en 2018, qu'est-ce que le président Biya fait? Il signe justement une délégation permanente de signature. J'aurais même pu dire une délégation de pouvoir. Parce que pour moi, ça paraît comme une délégation de pouvoir cachée. Il le signe, cette délégation permanente de signature, au secrétaire général de la présidence de la République. Or, le peuple camerounais aurait, je préfère employer le conditionnel parce qu'on a revendiqué notre victoire, le peuple camerounais, si on admet que le peuple camerounais lui a remis à M. Biya les pleins pouvoirs d'agir en tant que président de la République, d'où vient-il que le lendemain de sa prise de fonction, disons comme ça, il y a une prestation de serment, il délègue justement les pouvoirs à M. Ngongon. Et par la suite, donc, il délègue les pouvoirs et M. Ngongon peut agir comme il veut. Quand vous regardez l'article 3 de cette délégation permanente, il a donné tous les pouvoirs au secrétaire général. L'article 3. Alors, là-dedans, il est dit exactement. Lisez, ne paraphrasez pas, lisez l'article 3. Vous voyez, je crois que c'est ma première fois d'arriver sur ce plateau. Et je crois que c'est la première fois que vous et moi, on se rencontre sur un plateau. Pour ceux qui me connaissent, je parle de moi à venir ou bien M. Ngoualem, savent que j'ai coutume d'écouter les autres et je n'interromps personne. Je souhaite également, pour une certaine commodité, que les choses se passent de la même manière. Alors, l'article 3 recommande ou bien indique que le secrétaire général de la présidence de la République peut choisir à sa guise les dossiers qu'il présente au président de la République. Ce qui signifie qu'il peut décider de ne même soumettre aucun dossier au président de la République et prendre celui de traiter ces dossiers. À partir de là, on peut bien se poser la question qui gouverne le Cameroun. C'est pourquoi j'ai coutume de dire que M. Biya règne, il ne gouverne pas. Je reprends bien, M. Biya règne, il ne gouverne pas. Et ça se justifie aujourd'hui, madame. Lorsque vous me dites aujourd'hui, quand on regarde même seulement l'environnement au jour d'aujourd'hui, je vous ai dit que c'était l'échauffement pour le grand soir. Vous regardez le ministre René Sadi, pour qui j'ai beaucoup de respect parce que je le trouve beaucoup plus pondéré et un homme prudent. Il dit, M. Biya, bon, c'est du 50%, il peut se présenter comme il peut ne pas se présenter. M. René Sadi ne l'a pas dit au hasard. M. René Sadi ne l'a pas dit au hasard. Et on voit dans Fameux Tongo qui, dans une certaine, j'ai pour dire, pour être poli, une certaine agitation dont lui se détient la paternité, de quoi a-t-il peur? Il monte le même jour au créneau,
devant le même journaliste, à moins que je me trompe, il négocie une interview et il réussit à dire à 100%, madame, de tous ces ministres-là, que ce soit René Sadi, que ce soit Famen Ndongo, personne ne sait de ne voir le président Biya. Personne ne sait de ne voir le président Biya. C'est pourquoi celui qui a donc voulu émettre la réserve et une certaine prudence, conformément même à ce que M. Biya avait dit, je verrai si je vais aller au village ou pas. Celui qui a la bonne attitude, c'est le ministre René Sadi. Peut-être parce qu'il est diplomate, il se veut un homme prudent. Maintenant, vous avez d'un autre côté un homme qui est animé par la peur de perdre, comment vous appelez ça? Bon, je ne vais pas dire ses besoins alimentaires parce qu'il est au-dessus de ça. Et maintenant, il a peur que le pouvoir lui échappe. Eh bien, il tient ceci. Mais ça ne rassure pas, madame. D'un autre côté, vous voyez le secrétaire général, quand on montre des contradictions, vous voyez le secrétaire général, la présidente de la République, qui convoque certaines personnalités du RDPC, qui convoque même certains membres du gouvernement. Madame, qui est le chef du gouvernement? Le chef du gouvernement, c'est le Premier ministre Diongoté. Vous croyez vraiment qu'on pouvait convoquer certains membres du gouvernement sans que le chef de gouvernement ne soit informé? Alors, par la suite, il faut bien préciser que le secrétaire général n'a aucune fonction, je dis bien aucune fonction dans le RDPC. Lorsqu'il a convoqué, a-t-il invité le secrétaire général du RDPC? Non. Pour preuve, j'ai cru lire un communiqué, je ne sais pas si c'est une lettre d'information, je n'en sais pas très bien, où le secrétaire général du RDPC convoque certaines personnes. Mais alors, pourquoi? Pourquoi cette cacophonie? Ce 8 juillet, justement, à Yaoundé. Très bien. Était devait recevoir certaines personnalités du parti, oui. Les 10 heures. Et préciser même certains ministres RDPC en fonction. Tout à fait. Et d'autres personnalités ont été convoquées par le secrétaire général à la présidence, à partir de 13 heures. Oui. Il y avait des audiences, des délégations, je crois, du centre, délégation, du littoral, à 13 heures, et une autre délégation à 17 heures. Alors, madame, vous voyez bien qu'il y a une certaine cacophonie. Il y a une certaine cacophonie, mais en réalité, tout ça est résumé à une seule chose, madame. Nous sommes dans le grand soir et c'est la peur. Et ça montre également que nous n'avons plus un capitaine à bord, parce que je n'y crois pas. Parce que, effectivement, quand je vous ai dit, quand on a suivi tous, quand j'ai dit que René Sadi ou bien Jacques Famen Ndongo, des deux là, personne ne voit le président Biya. Mais écoutez, on a suivi Tiroma. Le ministre Tiroma a dit qu'il ne voyait pas le président Biya. Parce que Tiroma avait, par le passé, un interlocuteur. Aujourd'hui, il ne peut plus rencontrer le président Biya. Il se retire. Et brusquement, Famen Ndongo vient nous dire, à 100%, je suis sûr. Quand il le dit, il a dit qu'il laisse croire aux gens qu'il a rencontré personnellement le président Biya. C'est faux, madame. Carlos Ngoualem, hier, le silence du chef de l'État Paul Biya contraste violemment avec le tumulte croissant au sein de son propre gouvernement. Est-ce qu'on s'achemine vers une deuxième série des silences présidentiels? Non, vous savez très bien que le président national du FNCNT, M. Issa Chiroma Bakari, a donné une interview après sa démission du gouvernement où il a donné quelques indices de ce qui est en train de se passer dans notre pays. D'abord, il a indiqué que ça fait 14 ans qu'il n'y a pas eu de conseil de ministres au Cameroun. J'étais responsable du RDPC, on dit qu'il y en a eu un, soit. Mais qu'en 14 ans de gouvernement, qu'on ait convoqué un seul conseil de ministres, ça montre une certaine inertie et une certaine absence du président de la République, qui est à la fois président de la République et président national du parti. Je pense également que c'est cette absence-là qui crée la cacophonie que nous observons au sein de son parti. Parce que contrairement à ce qui a été dit ici, que Famen Ndongo a réagi comme responsable de la communication et l'autre a réagi comme membre du gouvernement. Pourtant, M. Philippe Nanga vous explique, comme d'ailleurs moi-même, que ayant suivi, écouté à plusieurs reprises ces deux interviews, en aucun moment, M. Sadi ne s'est exprimé comme membre du gouvernement. Au contraire, il s'est exprimé comme cadre du RDPC. Et j'ai rappelé tout à l'heure que M. Sadi est l'ancien secrétaire général du RDPC. J'ai fait sciemment de le mentionner pour exprimer son niveau de responsabilité
dans ce parti politique. Et contrairement à ce que le représentant du RDPC est en train de dire sur ce plateau, il faut savoir que le chargé de la communication d'un parti politique n'est pas forcément le porte-parole du président national de ce parti. C'est quelqu'un qui communique sur les décisions qui ont été prises par les instances du parti. La question qu'il faut se poser maintenant, c'est de savoir est-ce que les instances du RDPC même siègent pour prendre des décisions afin que M. Fameux Ndongo aille communiquer comme il a fait à RFI. Est-ce qu'il peut nous dire que... Ils peuvent avoir spécialement mandaté le Sénacom. Je ne pense pas qu'il ait été mandaté par... D'ailleurs, s'il avait été mandaté par le président national ou par le secrétaire général du comité central, il aurait mentionné dans son interview que suivant instruction du président national ou suivant instruction du secrétaire général. Parce que l'autre question qu'il faut se poser, c'est où est Jean Kueté, le secrétaire général du comité central, qui devait prendre position à la suite de cette cacophonie créée par les deux cadres de son parti. C'est également la même question que M. Wabo pose tout à l'heure sur le rôle du secrétaire général de la présidence de la République, sur toute la cacophonie que nous observons aujourd'hui et l'absence du Premier ministre dans tout ce qui est en train de se passer. Et tout ce désordre gouvernemental a commencé en 2011 exactement. Parce que quand Chiro m'a dit que depuis 14 ans, il n'y a pas eu de conseil des ministres, c'est parce que en 2011, il y a un décret du président de la République qui réorganise le gouvernement et qui donne des pouvoirs très, très élargis au secrétaire général de la présidence de la République, d'ailleurs des pouvoirs qui sont largement au-dessus des pouvoirs du Premier ministre. Et en 2019, à la faveur de la réorganisation du gouvernement après l'élection du président de la République, il y a eu effectivement cette délégation de pouvoir qui fait en sorte qu'aujourd'hui, nous sommes devant une situation. Et M. Chiroma l'a également décrit dans son interview en disant qu'il y a des batailles de clans et de camps au sein de l'appareil du régime au pouvoir. Je ne parle pas de l'appareil gouvernemental, du régime. Ouais. Vous avez la famille présidentielle, d'un côté, vous avez la belle famille du président de la République. Eux tous sont à la présidence de la République, aussi bien au secrétariat général qu'au niveau du cabinet civil, et qui, en réalité, traduisent les instructions imaginaires d'un président de la République dont on ne sait pas si effectivement ces instructions-là viennent de lui. Je pense que si on était dans un pays normal, à la veille d'une élection présidentielle où on nous dit que M. Paul Biya est candidat, il devait quand même, face à la crise que nous observons et aux nombreuses crises que connaît le pays, au moins prendre la parole pour dire quelque chose. Ce qu'il faut savoir, c'est que de 2011 à 2025, soit 14 ans, les conseils des ministres ont été remplacés par les hautes institutions du président de la République. Nous sommes à la veille d'une élection présidentielle où le président de la République, soi-disant, a engagé une pré-campagne par procuration. Son dossier de candidature... Il y a le secrétaire général du RDPC qui a commencé les consultations. C'est une pré-campagne par procuration que le président est en train de faire et qui, en réalité... Le secrétaire du parti n'a-t-il pas la légitimité je crois que c'est de réunir ses camarades? Non. Le secrétaire général de la présidence de la République... Non, je parle du RDPC, le secrétaire général du RDPC. Le secrétaire général du RDPC, vous-même, vous avez constaté qu'il est dépassé par les événements. Je l'ai dit tout à l'heure. Lorsque M. Sadi s'exprime, M. Fameux Ndongo le contredit, on s'attend au moins à ce que leur patron, c'est-à-dire leur supérieur hiérarchique à l'intérieur du parti, puisse réagir. Qui est le secrétaire général, réagisse. Or, tout le monde constate qu'il n'est dit mot. C'est la même chose que nous voyons avec les agissements de M. Ngongo au niveau de la présidence. Le Premier ministre n'est dit mot. En 2019, c'est-à-dire après l'élection présidentielle de 2018, le MNC, sur les plateaux de télé, a parlé d'un gré à gré qui s'est mis en place dans notre pays. À savoir que vous avez un président qui règne et qui ne gouverne pas, mais qui, en réalité, a cédé le pouvoir
à certains individus au niveau de la présidence qui sont en train de vouloir utiliser ce même gré à gré pour aller déposer son dossier. Parce que ce qui va se passer, c'est que quand on va convoquer le corps électoral, on ne va même pas voir M. Paul Biya. C'est M. Ayolo, qui est le directeur du cabinet civil, qui va aller déposer son dossier de candidature chez Elecam, avec un tweet qui va suivre. Mais est-ce que c'est sûr qu'il sera candidat, Carlos? Moi, je fais une fiction de comment les choses pourraient se passer. Je fais une fiction, c'est-à-dire que j'essaie de schématiser ce qui pourrait se passer. C'est-à-dire que après la convocation du corps électoral, vous allez recevoir un tweet de M. Olvad Babouké, c'est-à-dire venant de Paul Biya. Ensuite, vous avez M. Ayolo qui va aller déposer son dossier de candidature chez Elecam. Et on va prendre la photo du président de la République, on va mettre dans tous les meetings du pays où M. Paul Biya lui-même ne va jamais se présenter. Je vous rappelle, madame, si vous permettez, qu'en 2018, M. Paul Biya a fait un seul meeting à Maroua. Il n'est passé dans aucune autre région du pays. Ce n'est que sa photo seule qui a fait campagne. La question qu'on se pose, est-ce que les Camerounais vont continuer à subir cette photo qui fait campagne dans tout le pays en lieu et place du candidat lui-même? Personne n'empêche à M. Biya d'être candidat. S'il est candidat, qu'il se présente officiellement, qu'il prenne la parole, qu'il s'exprime, qu'il descende sur le terrain. Quel est ce candidat à l'élection présidentielle qui ne descend pas sur le terrain? Est-ce qu'on peut faire la politique sans descendre sur le terrain, madame? Question, Philippe Nanga, est-ce que le silence de Paul Biya sur ses intentions, vous pensez que ce silence est stratégique ou alors il fait montre d'un malaise au sommet de l'État? M. Biya toujours fait montre de silence, donc d'absence, d'absentéisme. C'est pas nouveau. Je ne sais pas si c'est une stratégie, mais il a toujours fonctionné comme ça. Maintenant, cette approche de gouvernance par absentéisme est renforcée par sa disponibilité physique. Qu'on ne veuille ou pas, on a quand même affaire à un grand papa qui a plus de l'âge et donc qui a de moins en moins de l'énergie pour être actif. Ouais. Donc ça, si vous prenez en compte ces deux paramètres, vous pouvez donc comprendre qu'on subisse davantage, n'est-ce pas, les absences du président de la République. Et donc, ce qui laisse ouvrir, n'est-ce pas, la cacophonie qu'on observe au sein du régime, c'est-à-dire au sein de son appareil politique et au sein de l'appareil gouvernant. Moi, je pense tout simplement qu'on est dans une situation très complexe où le président de la République, comme je le dis, dans une posture aggravante de ce que vous avez semblé appeler sa stratégie de gouvernance, c'est-à-dire que gouverner par le silence, mais qui est aujourd'hui renforcée par, de mon point de vue, par son état physique. Il doit être forcément fatigué à son âge. Et ça a malheureusement un effet néfaste sur la cohérence gouvernementale et même la cohérence au sein de son parti. Si on revient sur l'interview de RFI, vous allez voir que plusieurs fois, à plusieurs reprises, le journaliste a voulu savoir si monsieur le communicant, le responsable de la communication du RDPC avait une information, n'est-ce pas, de la personne. Il n'était pas capable de le dire. Je l'ai vu, on s'est vu hier, on s'est vu il y a une semaine, on s'est vu il y a un mois. Vous avez donc un personnage qui est comme un mythe, même pour son secrétaire, même pour son responsable de la communication. En temps normal, un responsable de communication d'une organisation, même associative ou politique, c'est l'un des plus proches collaborateurs. Avant d'aller, n'est-ce pas, parler à l'extérieur, se rapproche du responsable, que lui donne des instructions. Mais le président de la République a toujours apparu comme un mythe, n'est-ce pas, pour ses propres camarades. Et ça, c'est extraordinaire. Moi, j'ai beaucoup de respect d'admiration pour mes amis qui sont dans le RDPC, parce que je ne sais pas comment vous pouvez être dans un parti où votre président est invisible. Donc, si vous voyez, j'imagine mon ami Njo
C'est lui, il n'imagine même pas un jour aller rencontrer son président du parti. Donc, même ceux qui sont proches, qui sont à Yaoundé, ils n'arrivent même pas à voir le président du parti. Donc, c'est trop compliqué pour ce parti-là. Et vous voyez, je me rappelle du multipartisme, c'était pareil. Hein. Alors, dans son parti, personne ne connaissait la position du président de la République. Est-ce qu'il est d'accord? Est-ce qu'il va s'ouvrir? Est-ce qu'il ne va pas s'ouvrir? Et vous avez des gens qui avaient organisé des meetings, des marches pour dire non au multipartisme précipité. Je me souviens très bien de ce slogan. Et puis un jour, le président est réuni dans une salle. Il parle, et il dit nous devons nous préparer à une éventuelle concurrence. Et puis tout le monde commence à se poser la question, qu'est-ce qu'il veut dire là? Il veut nous sortir quoi? Donc ça, le président Biya est un peu habitué à embarrasser ses propres camarades. Et là, ils sont complètement dans l'embarras, les mecs. Ils sont dans l'embarras. Et j'étais très amusé, excusez-moi, j'étais très amusé parce qu'après, c'est l'image du Cameroun qui est projetée. Quand j'ai écouté cette interview, là, le ministre Famingo, qui n'est pas un imbécile, était comme un clone devant ce journaliste qui ne faisait que lui demander, mais ce que vous dites là, vous dites ça de qui? Ouais. C'est de vous ou du président de la République? Il était incapable de répondre. Ça m'a rappelé le ministre du Sport, l'ancien ministre du Sport, comment il s'appelle, qui était là avant celui qui est aujourd'hui, et qui était ministre de la Culture avant, Bidoumpad, sur les infrastructures. Une interview avec un de vos collègues internationaux toujours, le ministre lui pose la question, au regard de la situation, est-ce que vous êtes sûr que vous serez prêt? Le type n'est pas capable de répondre. Il reprend les propos du président, il dit que comme le président a dit, il dit que quand le président dit, nous serons prêts le jour dit, il dit que quand le président dit ça, mais vous ne pouvez pas... Mais on lui pose le jeu, mais est-ce que vous, en tant que ministre, vous qui êtes opérationnel, au regard de la situation qu'on voit là, vous pensez que vous serez prêt le jour dit? Lui, il reprend ce que le président a dit. Et finalement, on n'a jamais été prêt le jour dit. C'est un peu ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui avec la présidente de la République. Alors, seul Biya est capable de nous dire si c'est un candidat ou pas. En attendant, Philippe, Valentin Georges, je veux m'adresser aux militants. Oui. On a à peu près la position du gouvernement, que vous défendez tantôt, et la position du parti, portée par son secrétaire à la communication. Alors, je veux m'adresser aux militants que vous êtes. Est-ce que le RDPC peut envisager une présidentielle sans la candidature du président Paul Biya? Non. Non. Non, pourquoi? Parce que le candidat du RDPC est le président national du RDPC. Aussi simple que ça. Ça veut dire que s'il y a éventuellement un candidat... Une vacance, une situation d'indisponibilité... Un candidat autre, il faille qu'il soit président national du RDPC. Vous avez posé la question aux militants. Oui. Voilà. Le problème de mission maintenant de la présidence du RDPC, vous faites comment? Ça veut dire que le RDPC n'envisage... éventuellement, si le président de mission, c'est clair, on va à un congrès qui va modifier, c'est tout. C'est cohérent. Et vous êtes préparé à avoir quelqu'un de... C'est ça, cette question. C'est moi qui pose les questions. C'est pas un sujet qui soit d'actualité. Ouais, RDPC, on n'y pense pas, il n'y a pas d'éventualité de candidature. On n'y pense pas parce que les tests sont clairs. D'accord. C'est le président national. Et pour le moment, il y a un président national, c'est lui le candidat du RDPC. Et c'est pour ça que je vous dis, une fois de plus, la sortie du secrétaire général en charge de la communication est un démenti, ou du moins contraste avec ceux qui pensent que les deux personnalités sont en contradiction. Mais non, pas du tout. Tout le contraire. Bon, mon ami du MRC, pendant le projet Survival, je pense qu'il y a un certain Duco qui gérait, qui a eu une délégation pour gérer les finances de ce parti. Donc, du moins, pour Survival. Vous nous sortez du sujet? Non, je prends un cas d'exemple. D'accord. Hein? Je prends un cas d'exemple. Et nous savons tous la résultante. Pourquoi? Parce que la délégation de pouvoir pour l'autre présidence de la République, qui est une institution, et c'est connu depuis plusieurs années,
depuis 50, 60, que cela existe, restreint les pouvoirs, détermine, c'est écrit. C'est pour ça que je dis à mon ami tout à l'heure de lire et non de paraphraser. Parce que quand c'est des questions de droit, il faut lire ce qui est écrit, le mot qui est écrit, et non ce qu'on imagine selon ses sentiments, et non. Donc, on a vécu les délégations, la gestion des fonds alloués à Suvival, on a vu. Ce n'est pas le cas avec la présidence de la République. Alors, je rentre, je vous dis, vous avez parlé du secrétaire général, oui. On est dans un comité stratégique. Le RDPC et le gouvernement sont deux entités, et le président de la République et le président national est une institution. Le président... Deux entités différentes qui travaillent pour le même objectif. Le président dit à son proche collaborateur de conduire les consultations au sein d'un comité stratégique. Ça n'a rien à voir avec le gouvernement. D'accord. Ça n'entrave en rien un premier ministre. Valentin Dior, on court après le temps. Oui. Vous chutez, s'il vous plaît. Oui, ça n'entrave en rien le premier ministre. Non, pas du tout. C'est la confusion qui circule dans l'esprit. Je peux comprendre de mes amis. Parce que sont dans des organisations mal structurées. Et j'ai de la peine pour ceux des compatriotes qui nous regardent et qui pensent écouter de tels discours. J'imagine des mains non expertes rentrer dans les affaires de l'État. Avec ce discours, on va nous plonger dans l'enfer. Donc, Max Wabo, le président de la République, le président national du RDPC, en 10 secondes, reste le candidat de l'heure pour briguer à la magistrature suprême. Max Wabo, pourquoi certains ont-ils besoin que Paul Biya reste à la tête du RDPC et à la tête du Cameroun? Très bien. Madame, avant de vous répondre, permettez-moi d'apporter quelques précisions sur ce qu'a dit M. Valentin du RDPC. Vous savez, c'est parfois difficile, lorsqu'on est RDPC, de prendre la parole pour nous faire comprendre que le pape est musulman et que l'imam est catholique. Vous voyez, on lui pose une question directe, on fait appel à la délégation de pouvoir, c'est ce dont nous débattons là depuis, et il entre dans une histoire de survie Cameroun, je cherche le lien, je n'en vois pas. Ça, c'est là d'être hors sujet. Et donc, maintenant, pourquoi effectivement le RDPC a peur? Madame, pour vous dire vrai de manière sincère, je ne crois même pas que le RDPC... Est-ce que c'est le RDPC qui a peur? Au sein du RDPC, il y en a qui se sont prononcés pour challenger le président Paul Biya. Ma question, c'est pourquoi certains ont peur que Paul Biya ne soit plus à la tête du pays ou à la tête du RDPC? Madame, la réponse est simple, madame. Quand on analysait ici, là, on a parlé du ministre Famen Ndongo, qui vient faire une déclaration, il n'a pas rencontré M. Biya, a mérité une telle déclaration. Vous avez donc quelqu'un qui reste dans son subconscient, qui est animé par une peur, et bien évidemment, madame, on sait très bien que vous voulez, qu'on le veut ou pas, il est clair que lorsqu'il y aura une nouvelle république, qu'on veut ou pas, on va procéder à la reddition des comptes. Et tous ceux qui, à un moment donné, ont cru qu'ils avaient des titres fonciers du Cameroun, qui sont partagés du Cameroun, eh bien, ils devraient justement rendre compte. Est-ce que ce n'est pas ce discours qui les radicalise, qui les amène à tout faire pour rester où ils sont, à leur poste? Madame, mais aucun pouvoir n'est éternel, malheureusement. Aucun pouvoir n'est éternel. Qu'on le veuille ou pas, à un moment donné, on passera à une seconde république. Donc, que M. Biya ait créé une cacophonie, M. Biya est le responsable. Parce que cette cacophonie, il a porté au sein du gouvernement et même dans son propre parti. Et aujourd'hui, effectivement, madame, vous savez, quand vous avez travaillé, quand on vous a confié les rênes d'un pays et que vous avez travaillé de manière correcte, vous n'avez pas peur justement de passer la main. Et lorsque vous n'avez pas travaillé avec toute sincérité, eh bien, à un moment donné, vous êtes animé par la peur. C'est ce qui anime aujourd'hui les barons du RDPC. On pose la question à M. Valentin et il pense justement qu'il donne l'impression que si M. Biya n'est pas candidat aujourd'hui, il n'y aura pas d'élection présidentielle. Et je pense même... Et je pense même qu'ils ont même intérêt à ce que M. Biya soit candidat. Parce que tout se passe comme si M. Biya n'est pas candidat,
on risque justement d'avoir une situation très grave au Cameroun, résultat justement du fait du RDPC. Chers messieurs, permettez que la dernière question, je l'adresse aux membres de la société civile qui est sur notre plateau. Il est très au contact des populations. Philippe Dangar, comment les électeurs perçoivent-ils ce manque de cohérence à la tête du gouvernement à l'approche d'un scrutin aussi sensible que la présidentielle prochaine? Non, mais je pense que de plus en plus les Camerounais observent et ont pris conscience de ce qu'on a un président qui est absent. C'est une réalité. On a supporté pendant longtemps, les populations ont pendant longtemps supporté que la photo du président se balade d'un lieu à un autre, mais je crois qu'aujourd'hui, ils en ont un peu marre. Moi, nous avons la chance de faire le tour. Vous savez que nous travaillons dans les 10 régions actuellement. Nous sommes dans les 360 communes avec des activités sur le processus électoral. Et donc, j'ai au moins cette opportunité d'y aller un peu partout. D'ailleurs, il y a de l'engouement partout, des gens qui s'alignent malgré les difficultés qu'on a avec les équipes. Certains responsables, des opérateurs de l'ECAM qui ne nous aident pas beaucoup. Heureusement, il y en a qui bossent. Donc, l'ambiance générale montre, et même la perception générale, c'est que les gens aujourd'hui pensent que le président devrait pouvoir se reposer. Il est fatigué. Si on ne le voit pas, c'est parce qu'il est fatigué et c'est tout naturel pour une personne de 93 ans. Et ça, c'est ce qui circule dans, n'est-ce pas, les lèvres de la plupart des Camerounais que je rencontre sur le terrain. Cher monsieur, ma dernière question, s'il vous plaît, ma dernière question pour chacun d'entre vous. Vous répondez en 4 mots, vraiment, c'est le maximum. 4 mots. Quel impact ces contradictions peuvent avoir sur la stabilité du régime? Carlos? Le régime est déjà en fin de cycle. Il est clair qu'en octobre prochain, il y aura un nouveau président de la République. Donc, pour moi, c'est juste une question de temps. Valentin? Il est clair qu'il n'y a aucune contradiction. Il n'y aura pas d'impact? Ces contradictions n'auront pas d'impact? Il n'y a pas de contradiction, donc par conséquent, pas d'impact. Vu qu'on parle de partis politiques et de gouvernement. Alors, pour chuter, M. Nanga, regardez les médias et vous verrez les activités. Oui, c'était 4 mots et vous verrez les activités de la présidence de la République. Max Wabo. Et son responsable, son chef, le président de la République. Donc, pas d'absence. Max Wabo. Madame, c'est une grosse déception. Au niveau de ce gouvernement, c'est pourquoi le candidat Maurice Kamto reste en contact avec ses pairs pour justement mettre sur pied une dynamique en vue de créer une seconde république. Philippe? Mais je crois que la crainte, elle est partagée aussi, parce que vous avez vu mon ami dire qu'ils ne sont pas préparés à ce que M. Biya ne soit pas le candidat du parti. C'est très grave pour un parti politique d'être dans cette posture. Et ma crainte, comme celle partagée par beaucoup de Camerounais, c'est justement que le RDPC, n'est-ce pas, comment on va dire ça, se déstabilise de l'intérieur et que ça affecte la cohésion de tout le pays. La Biya-dépendance est donc réelle, on a l'impression. Mesdames et messieurs, le grand plateau se referme. On va dire merci à Max Wabo, Valentin Diop, Philippe Dangar, Carlos Nguelem d'avoir accepté d'édifier nos téléspectateurs ce soir. Nous allons sortir par cette réclame. C'est une information publicitaire pour améliorer la sécurité routière et réduire les accidents. Le ministère des Transports a initié une session de formation en conduite défensive à l'intention des chauffeurs et du personnel technique de l'agence United Express, axée sur la discipline au volant, le respect des normes mécaniques et l'usage des outils de sécurité. Cette initiative vise à professionnaliser davantage le secteur du transport interurbain et à garantir des trajets plus sûrs aux usagers. D'autres précisions dans cet élément. Dans le cadre de ces actions pour renforcer la sécurité sur les routes, le ministère des Transports a récemment organisé une session de formation à l'intention du personnel roulant et technique de l'agence de voyage United Express. Pendant 2 jours, chauffeurs, assistants, conducteurs et mécaniciens ont été conviés à une série de modules axés sur le recyclage, la remise à niveau et la conduite défensive. Nous faisons d'abord la révision du code de la route, code CEMAC, qui est très important. Et nous entrons à la première phase qui est la formation elle-même en conduite défensive.
qui contourne autour de 10 règles. C'est l'un des modules phares, la formation en conduite défensive, parce que vous-même, vous savez, pour mieux défendre, que ça ne vous atteigne pas, il faut prévenir. Je peux vous rassurer que le message est en train de passer. Une attention particulière a été portée sur la discipline au volant, notamment l'interdiction stricte d'utiliser le téléphone portable en conduite. Ça nous donne plus de patience pour prendre la route, puisqu'il y a certaines choses où parfois nous on se fâche sans connaître. Prendre le téléphone au volant sans savoir, alors que c'est des risques très dangereux. Donc à partir de ce forum et ces réunions qu'on a eu à faire, aucun chauffeur ne doit prendre le téléphone pendant la route. C'est très très dangereux. Le respect des normes techniques a également été vérifié, notamment la présence de dispositifs GPS, les équipements de sécurité obligatoires ainsi que l'état mécanique des véhicules. On nous a fait comprendre que quand le chauffeur doit venir au garage avec les voitures en panne, nous ne devons pas les faire partir avec les mêmes pannes. Nous devons réparer les voitures avant de mettre sur la route et c'est ce que nous faisons. Donc cette formation est très importante pour nous. On remercie aussi le ministère des Transports. Et penser à nous faire ça, bon, ça nous fait du bien. Même notre personnalité. Voilà, donc ça fait que nous revenons en plus des professionnels. Pour United Express, cette démarche s'inscrit dans sa volonté d'offrir un service de qualité fondé sur la sécurité et la confiance. Il est important que nous recyclons nos chauffeurs sur les dangers de la route. Parce que nous sommes une agence prestige recommandée et il est très important que celui qui vient voyager chez nous se sente en sécurité. En insistant sur l'éducation et la prévention, United Express entend renforcer la professionnalisation de ses transporteurs et garantir aux passagers des voyages plus sûrs.